Mesdames et messieurs, bonsoir. La crise russo-ukrainienne après Kiev, Mariupol et Kharkiv, dans le feu de l'action, les combats font rage et s'intensifient, rendant l'évacuation des réfugiés difficile. La guerre des médias est lancée. Les accusations mutuelles vont bon train entre Kiev qui accuse Moscou de bombarder des bases nucléaires et Moscou qui dénonce l'utilisation par Kiev de boucliers humains à Kharkiv. Il est très difficile aujourd'hui de vérifier la véracité des informations et encore moins de faire le bilan exact des victimes dans les deux clans. Une escalade qui amenuise de jour en jour les chances d'un dialogue sérieux et serein. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée à l'Ukraine. L'Ukraine, son 10e jour de l'opération russe. Pour débattre avec nous sur le plateau qui sera présent d'un moment à l'autre, le docteur Mourad Preur, expert énergétique en énergie, et avec nous par téléphone, Richard Labévière, journaliste et écrivain français. Monsieur Labévière, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Labévière. Donc, comme je le disais aujourd'hui, 10e jour de l'opération ou de l'offensive contre la Russie, contre l'Ukraine, 10e jour où les opérations sur le terrain s'intensifient. Mariupol est assiégé, où Mariupol est encerclé de plus en plus. C'était prévu qu'il y ait un cessez-le-feu provisoire pour permettre justement d'évacuer les réfugiés, d'évacuer les civils. Et ce cessez-le-feu n'a pas été respecté selon l'Ukraine par la Russie. La Russie qui, selon l'Ukraine, continue donc ses bombardements sur cette ville. De l'autre côté, la Russie qui continue également d'accuser l'Ukraine de vouloir faire des civils des boucliers humains pour ensuite crier au loup. Voilà, monsieur Richard Labévière, vous êtes avec nous. Bonsoir, comme je le disais. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ces accusations mutuelles au 10e jour de l'opération? D'autant plus qu'aujourd'hui, les combats après Kiev se sont transformés ou transposés vers Kharkiv, qui est aujourd'hui où les combats font rage, mais également à Mariupol. Alors pourquoi Mariupol? Écoutez, parce que Mariupol est un nœud stratégique, si j'ose dire, indépendamment du fait d'être une ville importante, qui recèle et qui abrite plusieurs compagnies et plusieurs régiments de l'armée ukrainienne. Donc c'est un peu c'est une ville symbolique. Maintenant, dans l'escalade à laquelle on assiste, il est clair que prendre le contrôle de cette ville symbolique signifie très clairement que la suite des opérations pour les Ukrainiens va être difficile. Donc c'est une façon pour les Russes de marquer un peu leur supériorité stratégique et militaire. Et d'ailleurs, Mariupol contient un port stratégique, justement. Est-ce qu'on n'essaye pas un peu de créer une sorte d'encerclement du sud de l'Ukraine, de l'est de l'Ukraine, mais également du côté nord, pour ainsi contrôler toutes les sorties et les rentrées, selon vous? Oui, vous avez raison. Il s'agit de prendre le contrôle de ce pays en s'installant dans toutes leurs bases stratégiques, entrées, sorties, et ainsi pour contrôler les flux militaires et les flux de population. Donc bon, voilà. Et maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps tout cela peut durer. C'est toute la question. Oui, alors, Monsieur Richard de Labévière, est-ce que quelque part aujourd'hui, Kiev n'est pas l'objectif primordial, car l'essentiel n'est pas Kiev en soi, mais plusieurs villes qui constituent des axes d'entrée vers l'Ukraine, avec le but peut-être d'affaiblir l'Ukraine et d'aller peut-être, je dis bien peut-être, vers des négociations bilatérales? Oui, mais de toute façon, on ira tôt ou tard des négociations. Vous avez raison, Kiev n'est pas l'objectif. Il ne s'agit pas de prendre, sinon d'encercler la capitale, mais bien de paralyser le pays en contrôlant tous ces axes, ces portes d'entrée et de sortie stratégiques. C'est ça l'idée. L'idée, c'est bel et bien de contrôler les transits du pays en contrôlant ses ports et ses frontières.
J'allais dire, alors aujourd'hui, Mariupol est devenu le théâtre des combats. Un cessez-le-feu devait être en vigueur pour permettre l'évacuation. Mais pourquoi il n'y a pas eu cette évacuation? Parce que tout simplement, l'Ukraine ou l'armée ukrainienne ou les autorités ukrainiennes accusent Moscou de ne pas respecter ce cessez-le-feu. D'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est Moscou qui accuse l'Ukraine de vouloir faire de ses civils des chairs à canon. Alors, comment, aujourd'hui, devant une telle densité des informations, on peut vérifier la véracité de ces informations lorsqu'on n'est pas sur le terrain et lorsque les informations, de plus, sont contradictoires? Écoutez, il faut voir ce que font les alliés de ces pays. Il est certain que le pouvoir ukrainien multiplie, je dirais, la surenchère, espérant ainsi au-delà d'une aide, peut-être une entrée en scène plus active des troupes américaines et des commandos de l'aviation américaine. C'est un peu ce que cherche actuellement le pouvoir ukrainien qui, semble-t-il, est celui qui a bel et bien violé les accords de cessez-le-feu, beaucoup plus que n'ont pu le faire les Russes. Alors bon, là, le président ukrainien, qui est un habitué des couloirs de Washington et du Pentagone, espère entraîner les Américains dans sa bataille. Oui, alors, ce qui me pousse un petit peu à poser une question, peut-être comme ça, naïvement, que se poserait peut-être n'importe quel lambda citoyen. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas, quelque part, en train de payer le choix, parce que Zelensky a été élu démocratiquement, le choix de leur président, un président qui a montré toute sa défaillance en tant qu'homme politique averti. On a l'impression d'être avec un enfant capricieux. C'est vrai que ce président, c'est un acteur de série B, est pas très impressionnant et n'est certainement pas à la hauteur des enjeux et des tâches de son pays. Que bon, il a fait beaucoup d'erreurs et accumulé beaucoup de je dirais d'incapacité à incarner effectivement la crise et ses enjeux. Donc de ce point de vue-là, les Russes ont beau jeu d'en rajouter en le responsabilisant de toutes les facéties de la crise actuelle. Alors, Monsieur Richard Labévière, nous allons justement y revenir à cette personnalité du président ukrainien et ses déclarations. Mais bien avant, nous allons d'abord passer à cette déclaration de cette journaliste française, Anne-Laure Bonnel, une journaliste française qui affirme que l'Ukraine utilise bel et bien de la chair à canon, des boucliers humains justement, et elle affirme également qu'elle en a été le témoin. Et d'ailleurs, ça lui a coûté toute sa réputation puisque les médias occidentaux l'ont accusé ouvertement d'être carrément à la solde des Russes ou même d'être récupérée. Accusation dont elle s'y attendait un peu puisque de toute façon, elle a toujours été la voix de la vérité et donc ça lui a toujours coûté des critiques. On l'entend. Je vais donner mon avis personnel qui n'engage que moi et je pense que ça va choquer. Il y aurait peut-être eu moyen pendant 8 ans, avec ces accords de Minsk, de trouver une solution. Ils n'ont pas été respectés. Et ici, les gens, je suis désolée de le dire, que je rencontre, n'ont plus envie d'entendre parler de l'Ukraine. Ils ont été frappés en 2014 par des hélicoptères de combat. Moi, je suis pour la paix. Moi, jamais j'aurais... non, je justifie rien. Il n'y aura rien. Je dis juste que de ce côté, moi je suis de ce côté, donc je suis interdit de Kiev en 10 ans. De ce côté, voilà ce que je vous rapporte, les faits que je vois, je ne peux pas vous dire de l'autre côté, mais de ce côté, je ne sais pas qui justifie, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été bombardés par leur gouvernement. Je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je peux pas, je suis pas dans leur peau, je sais pas ce que ça fait de vivre 8 ans dans ces conditions. Voilà donc, Monsieur Richard Labévière, vous venez de l'écouter et d'entendre avec nous un témoignage très illustrant, très poignant. Nous sommes carrément là dans la guerre des médias, la guerre des contradictions de l'information et même, je dirais, pour aller un peu plus loin, du trucage de l'information.
Oui, et on peut d'autant plus accorder foi à Anne-Laure Bonnel, c'est que c'est une excellente journaliste qui connaît très très bien la région, qui la pratique depuis de nombreuses années et qui a, je dirais, qui fait un travail journalistique remarquable. Donc on peut donner foi à ce que dit Anne-Laure Bonnel. Maintenant, bon, il est certain que comme sur la plupart des conflits, on assiste, comme vous l'avez dit, à une guerre de l'information en fonction des intérêts pour lesquels les rédactions travaillent ou vis-à-vis desquels ces rédactions sont liées. Bon, voilà, on est, je ne veux pas dire qu'on est revenu à une posture classique de guerre froide, mais en tout cas, ça y ressemble. Voilà, Monsieur Richard Labévière, je pense que faire ce genre de témoignage aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, est quand même assez courageux, puisque cette femme en question, qui est une journaliste indépendante, connue pour ses positions, elle n'a jamais craint d'être critiquée, parce que son souci, et elle l'a dit, et elle a déclaré, son souci, c'est de lever le voile sur cette vérité qui est cachée dans toutes les guerres généralement, mais elle le dit, et je cite ce qu'elle dit, « Je suis en mode Croix-Rouge », ce qui veut dire que ce qui compte pour elle, c'est l'humain et non pas l'enjeu politique. Et c'est pour ça que cette journaliste ne passe pas beaucoup sur les médias occidentaux et que même elle a été critiquée et on lui a reproché d'avoir été récupérée justement par les Russes. Vous savez, les journalistes hors normes, je peux vous en parler longtemps, oui, sont rarement invités et choyés par les médias officiels et sont plutôt boycottés, marginalisés. Bon, Anne-Laure Bonnel en fait partie. Mmh. Alors, Monsieur Richard Labévière, restez avec nous. Nous allons entendre ensemble la déclaration du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, juste après avoir eu la réponse, très rapide d'ailleurs, du premier responsable de l'OTAN qui avait refusé sa demande, je cite, de fermer les espaces aériens aux avions russes. Une déclaration ou une demande ou une injonction à l'OTAN. L'OTAN a décliné cette demande ou, si vous voulez, il a même dit qu'il n'interviendrait pas et qu'il ne fermerait pas l'espace aérien ukrainien. D'ailleurs, ça n'a pas été du tout du goût du président ukrainien. Nous allons l'entendre. Le sommet de l'OTAN, un sommet faible, un sommet confus, un sommet qui montre que tout le monde ne considère pas la lutte pour la liberté en Europe comme l'objectif numéro 1. Et à quoi avez-vous pensé pendant cette réunion? Les gens qui mourront à partir de maintenant mourront aussi à cause de vous, à cause de votre faiblesse, à cause de votre désunion. Alors voilà, il ne ménage pas ses mots. D'ailleurs, du coup, on ne reconnaît plus l'homme lambda du président. Est-ce que cette façon de faire des déclarations est une façon diplomatique? Est-ce que quelque part, le président ukrainien n'aurait pas pris un peu trop d'assurance, à mon avis, et de l'avis aussi de certains observateurs, pour pouvoir aujourd'hui s'adresser à l'OTAN, à l'Union européenne de cette manière? En fait, il fait un petit peu son enfant capricieux. Je dirais, ça sent la provocation, c'est un peu, pour ma part, je trouve ça totalement irresponsable. Et je vous dis, ce personnage qui est une création américaine se permet ce genre de déclaration parce qu'il pense en dernière instance bénéficier d'un soutien américain inconditionnel, raison pour laquelle il se permet ce genre de critique ouverte. Maintenant, c'est pas très habile parce que, comme vous le laissiez entendre, de toute façon, tôt ou tard, on reviendra à la table de négociation. Et là, les mots, les déclarations de ce type, exagérées, si vous voulez, seront passées par perte et profit. Monsieur Richard Labévière, la demande du président ukrainien est une véritable déclaration et l'OTAN aurait peut-être eu raison de ne pas intervenir parce que là, il se serait carrément déclaré l'hostilité aux Russes. Oui, bien sûr, l'OTAN ne pouvait pas intervenir d'une façon directe, aussi bilatérale, puisque là, effectivement, ça étendait la crise à toute l'Europe et ça a transformé ce qui se passe en Ukraine en un
objet de confrontation directe Est-Ouest. Et là, on retombait, comme je vous le disais, dans une figure classique de la guerre froide, avec, je dirais, une issue militaire inévitable. Donc c'est ce que les gens de l'OTAN, heureusement, ont cherché à éviter en n'écoutant pas et en ne se laissant pas entraîner par les propos irresponsables du président ukrainien. Alors une question pourrait peut-être s'imposer par elle-même. Est-ce que l'OTAN ne veut pas intervenir parce que par une forme de sagesse politique, ou est-ce tout simplement parce que l'Ukraine ne fait pas partie, n'est pas membre de l'OTAN, ni encore moins de l'Union européenne, ou est-ce tout simplement parce que tout simplement on voudrait faire un peu durer cette guerre pour des intérêts des uns et des autres, et donc il n'y a pas de raison pour que les États-Unis s'impliquent dans une guerre où ils n'auraient aucun bénéfice quelque part? Non seulement les États-Unis, mais l'OTAN d'une manière générale, s'impliquant dans cette guerre, aurait pour finalité de la durcir et de l'étendre. Et donc, c'est pas du tout ce que cherchent à faire les pays européens et encore moins les États-Unis. Il s'agit de circonscrire cette crise de manière régionale, pour la traiter de manière régionale et pour revenir le plus vite possible à la table de négociation. Donc, je dirais, il était tout à fait convenu et entendu que l'OTAN ne s'ingérerait pas militairement dans cette affaire. Oui, alors voilà la réponse qui ne s'est pas du tout fait attendre du président russe Vladimir Poutine. Celui-ci d'ailleurs déclare que toute décision de fermeture de l'espace aérien, si elle venait à être prise, serait considérée comme donc une force ou une attaque co-belligérante, c'est-à-dire que tout parti qui prendrait part auprès de l'Ukraine serait également considéré comme une force hostile et ennemie à la Russie. On l'écoute tout de suite. Tout mouvement dans ce sens sera considéré par nous comme une participation à un conflit armé par ce pays. Voilà, alors la déclaration a été courte, nette et bien précise. Je pense qu'il n'y a pas du tout de zone d'ombre. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle lecture faites-vous, monsieur Richard Labévière? Écoutez, moi ce que j'en pense, j'ose pas dire du bien pour pas être provocateur, mais je trouve que là, Poutine est tout à fait dans son rôle. Il était évident, il a été répété à plusieurs reprises que l'Ukraine ne devait pas adhérer à l'OTAN, et malgré ces antécédents, malgré cette convention, les Américains, en sous-main, poussaient l'Ukraine à quand même adhérer à l'organisation du traité Atlantique Nord. Bon, donc là, je dirais que Poutine il se sent parfaitement légitime et dans son droit sur le plan politique. Maintenant, il emploie des moyens peut-être inappropriés. Toujours est-il que sur le fond du dossier, Poutine a parfaitement raison. Il a parfaitement raison par rapport à l'extension de l'OTAN. À la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et je dirais à la mort de Staline en 1953, le pacte de Varsovie a été démantelé. Il aurait dû en être de même pour l'OTAN, ce qui n'a pas été le cas. Au contraire, l'OTAN n'a cessé de se consolider, de multiplier des interventions, des initiatives et des ingérences. Donc là, de fait, il faut pas se laisser emporter par la propagande anti-russe et anti-Poutine de la plupart des médias occidentaux, et pour essayer de comprendre véritablement les motivations et les raisons profondes des Russes dans cette affaire, qui, je le répète, ont une position parfaitement légitime. Oui, alors ce qui nous amène à se poser la question, alors pourquoi dans ces cas-là n'a-t-on pas respecté les accords de Minsk II? Je veux dire, si on voulait réellement négocier, on aurait pu le faire pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez raison, les accords de Minsk restaient la ligne d'horizon et le cadrage de cette crise. Et il est certain que, encore une fois, les Américains ne se sont pas beaucoup bousculés ou agités pour remettre les accords de Minsk sur la table, pensant que par des interventions bilatérales ou militaires, ils pourraient mieux défendre leurs intérêts, ce qui est une erreur absolue, puisque n'importe quel conflit armé finira par dégénérer. On reviendra de toute façon à la table des négociations, et sur cette table demeurent les accords de Minsk, qui demeurent le cadrage légitime de la gestion de l'avenir de cette crise.
D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que quelque part, aujourd'hui, Poutine ne cesse de le rappeler, qu'il n'est pas du tout en guerre contre l'Ukraine, qu'il est justement dans une opération de démilitarisation d'une force hostile qui est venue donc se poser juste à ses frontières. Est-il en droit, Monsieur Richard Labévière, de le faire? Oui, oui, tout à fait. Il essaie d'expliquer qu'il mène plutôt qu'une guerre, une opération de police pour revenir à la rectitude des accords et la rectitude du droit international, sans quoi il n'a pas tort, mais il n'est pas entendu et compris parce qu'une fois encore, les capitales occidentales ne cessent de déverser une propagande anti-russe qui est absolument effarante et hallucinante, et on n'a jamais vu ça depuis la fin de la guerre froide, quoi. Alors, cela va nous faire prendre peut-être un petit virage pour parler de cette centrale nucléaire dont les médias occidentaux disent qu'elle a été bombardée. Donc vous voyez un petit peu le poids des mots. Bombarder une centrale nucléaire, selon vous, est-ce vraiment raisonnable? D'autant plus que la Russie aujourd'hui dit qu'il n'y a pas eu de bombardement de la centrale nucléaire et que tout simplement Zaporijjia a été plutôt mise sous contrôle, c'est-à-dire c'est autour du périmètre. D'ailleurs, l'Union européenne parle même d'une réunion qui pourrait se tenir pour sécuriser tout ce qui est base ou centrale nucléaire. D'abord, je commencerai par la deuxième question. Comment l'Union européenne peut-elle sécuriser des bases nucléaires en Ukraine alors qu'elles n'ont pas le droit d'intervenir ni militairement ni autre d'ailleurs? Là aussi, ça fait partie du blabla diplomatique que Madame Merkel n'a cessé de produire ces derniers temps. Et effectivement, c'est ni le rôle ni la fonction de l'Union européenne de procéder à ce genre d'équipement et de mission. C'est aux pays eux-mêmes à sécuriser leur propre centrale. Maintenant, je veux dire que ce soit les États-Unis, la Russie ou n'importe quel pays européen sont pas assez stupides pour bombarder les centrales nucléaires dont les effets, les produits, les nuages, de toute façon, traverseraient les frontières et concerneraient la plupart des pays européens, si ce n'est d'Europe centrale et avec une dangerosité, une gravité absolument immaîtrisable. Donc voilà, quand on est plutôt dans du déclaratif et dans de l'inflation verbale tout à fait classique dans ce genre de crise. Oui, oui. Alors, selon vous, est-ce que réellement aujourd'hui on est en train de faire en sorte de culpabiliser les Russes et de les responsabiliser comme étant des gens qui cherchent à déclarer ou à déclencher une guerre nucléaire? Oui, non, ça c'est le jeu classique, si vous voulez, de l'administration américaine et de ses alliés, sinon ses supports européens. On a vécu ça pendant toute la guerre froide. Il est clair que les services américains ne cessent de fabriquer des fausses preuves et ne cessent de produire une communication visant à criminaliser le pouvoir russe en comparant, enfin en faisant en utilisant les mêmes méthodes utilisées contre l'Union soviétique. Donc bon, voilà, si vous voulez, il est clair que toute une partie de l'oligarchie politique américaine n'a pas encore admis que la guerre froide était terminée et que la Russie était un pays comme les autres. Merci beaucoup, Monsieur Richard de Labévière. On va vous laisser partir parce que je sais que votre autonomie de téléphone risque de vous lâcher d'un moment à l'autre. Je vous remercie d'avoir été avec nous, merci, au revoir. De nous avoir donc enrichi notre débat. Merci, au revoir. Et nous avons avec nous aujourd'hui, donc, comme je le disais dans l'introduction, notre spécialiste expert énergétique algérien, Mourad Preur, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Monsieur Mourad, bonjour ou bonsoir. Bonjour et bonsoir. Bonsoir aux Je vous remercie de vous joindre à nous et d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mourad Preur, on parlait un petit peu aujourd'hui des enjeux qui se déroulent sur la scène ukrainienne, qui est devenue un véritable théâtre de
de combats, de conflits et même d'une grande guerre médiatique entre l'Occident et les pays comme et la Russie, puisque même les médias russes ont été sanctionnés. On l'aura vu avec Russia Today qui a été empêché d'émettre. Aujourd'hui, il y a également des enjeux, en plus des enjeux politiques. Et je le disais tout à l'heure à M. Richard Labévière, journaliste et écrivain français, sur ce dossier nucléaire. Aujourd'hui, la centrale de Zaporizhia. Alors, Zaporizhia, alors je disais, aujourd'hui, on est en train d'accuser quelque part la Russie d'avoir bombardé. Alors vous imaginez que ce genre de propos ne pourrait être cru par personne, je veux dire même un novice. On ne peut pas bombarder une centrale nucléaire avec toutes les conséquences que cela entraîne. Et la Russie avait dit également que c'est tout simplement une prise de contrôle, c'est-à-dire qu'ils sont en train de contrôler tout ce qui était centrale nucléaire, de peur justement que cela ne déborde avec les forces d'extrême droite en Ukraine. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Bon, d'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Mais bon, l'idée même que l'on puisse bombarder une centrale nucléaire est une chose absolument... c'est une aberration. Ça ne peut pas se faire. Le monde s'est relevé difficilement de l'accident de Fukushima au Japon il y a à peu près une décennie. Et on se rappellera aussi de Tchernobyl. Et encore plus de Tchernobyl. Voilà. Et donc, ça n'est pas une centrale nucléaire comporte des éléments qui sont particulièrement sensibles, qui sont une zone qui est irradiée, le cœur du réacteur, hein, l'enceinte de confinement et le cœur donc du réacteur. Il n'est pas pensable que les Russes aient imaginé un seul instant toucher à l'enceinte de confinement, parce que vous avez de l'uranium enrichi qui est en pleine phase de fission, donc de l'uranium 235. Et donc, si vous touchez à cet équilibre, tout risque de s'effondrer. Non seulement, mais il y a un effet déflagrant incontrôlable. On l'a vu avec Tchernobyl. L'uranium est plongé dans de l'eau pressurisée. Alors, oui, Monsieur Preur, pourquoi, selon vous, l'Occident fait ce genre de déclaration en sachant pertinemment ce qu'est une déflagration nucléaire de ce qui ne l'est pas? Bien, d'abord, le nucléaire est anxiogène par définition. Toujours anxiogène. Et donc, toucher à cette zone complètement mystérieuse pour le commun des citoyens et a une charge émotionnelle extrêmement forte. Oui. Donc, il n'est pas étonnant qu'on ait déclaré ou Alors, c'est une façon de faire pression sur les Russes? Pardon? C'est une forme de faire pression, c'est une sorte pour faire pression sur les Russes, parce que, on l'a vu, l'Union européenne avait déclaré qu'il fallait absolument dégager un système de sécurité pour sécuriser les régions ou les centrales nucléaires. Et comme je disais tout à l'heure avec notre interlocuteur, ça veut dire quoi, finalement, sécuriser une centrale nucléaire alors qu'on ne peut même pas aujourd'hui rentrer vers l'Ukraine? Je ne vois pas l'Occident dans une action de sécurisation des centrales nucléaires. Ce sont des installations de haute sécurité, hein, donc qui sont sécurisées par définition. Oui. D'accord. Donc, et je ne vois pas les Russes toucher au système que constitue une centrale électronucléaire en activité. Ça n'est pas possible. Oui. C'est des choses qui... Finalement, ce sont des effets de manche médiatiques, quelque part, juste pour dire que, finalement, Moscou représente un danger nucléaire aujourd'hui. Alors, si vous me le permettez... Allez-y. Cette crise, avant de parler de guerre, donc cette crise... Cette opération. Vous savez... la Russie représente
pour les stratèges ce que l'on appelle l'Eurasie. Ce que le stratège américain Zbigniew Brzezinski, qui a inspiré toute une génération de stratèges américains, donc appelé l'Eurasie, et qui lui-même reprenait les thèses parce que le fond du problème est là, hein. Les thèses de l'amiral britannique des années 30, Mackinder, hein. Oui. Et Mackinder disait qui contrôle le Heartland, le cœur du monde, contrôle l'île-monde, qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que le Heartland, c'est quoi? C'est l'Eurasie avec l'Europe continentale. D'accord, l'Europe occidentale continentale. Oui. OK. Et la jonction entre l'Eurasie et l'Europe continentale a toujours été considérée, depuis les années 30-40, oui, comme anxiogène, comme dangereuse pour la puissance britannique. Parce que la Grande-Bretagne est une île d'abord. Oui. Et tout comme le Japon est une île face à un continent qui est la Chine, et face au Pacifique qui est immense. Oui. La Grande-Bretagne a toujours cette anxiété, et les Américains ont repris à leur compte parce qu'un bloc anglo-saxon s'est formé. D'accord? Et qui, depuis la chute du mur de Berlin, a actionné plusieurs leviers, hein, pour empêcher une jonction entre l'Europe occidentale, parce que la Russie est un pays européen. Oui, c'est un continent. Fondamentalement, ce sont des Slaves, ce sont des Européens. Des orthodoxes aussi. Et donc, perçus comme un danger. Oui. Et les idées, on a beau penser ce qu'on peut penser du président Trump, mais comme disait Abul-Hamid al-Ghazali, il faut savoir déceler dans toute erreur la moindre parcelle de vérité. De vérité. D'accord. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous voulez faire allusion aux déclarations de Trump concernant justement cette opération militaire russe, où il disait que carrément Biden a fait une grosse erreur en allant donc dans cette région? Les États-Unis me rappellent un peu la drôle de guerre en 1939. Ils ont mis un orteil dans la piscine pour voir si c'est froid, et ils savent très bien qu'ils vont pas plonger. D'accord? Oui. D'ailleurs, ils ont dit aucun Américain ne mourra pour l'Ukraine. Oui. Et le président Poutine, que l'on diabolise, on a même sollicité des psychanalystes pour annoncer qu'il était... D'ailleurs, l'histoire nous le rappelle, à un moment donné, Zelensky voulait un petit peu se mettre d'accord avec Trump, justement, et Trump lui disait donc de dévoiler un petit peu le dossier de corruption concernant donc Biden, et pour ensuite pouvoir un petit peu actionner du côté du Donbass pour l'aider justement à récupérer le Donbass. Donc il y a quand même... Il y a eu des transactions, il y a eu des pourparlers. Bon, ça n'a pas marché parce que Trump, on le connaît comme il est. N'empêche que des contacts ont été faits auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de plaques tectoniques entre l'Eurasie et l'Europe continentale. Oui. On a activé plusieurs fois des crises. Et le président Gorbatchev s'était entendu avec le président Bush père pour que la Russie soit sanctuarisée, que l'OTAN ne s'approche pas trop des frontières russes. Hein. Oui. Aujourd'hui, il piétine ces accords dont il nie même l'existence. Bon, le président Trump avait compris tout l'intérêt, tout comme l'Allemagne, qui a beaucoup investi dans et qui est alimenté à hauteur de 35% en gaz russe. Hein, oui. D'ailleurs, on y revient. Tout comme l'Allemagne a compris la nécessité d'un partenariat avec la Russie pour empêcher la Russie de basculer du côté de la Chine. Oui.
D'accord. Alors justement, Monsieur Preur, on y vient à ce dossier ou à ce volet économique. Alors, on parle beaucoup du Nord Stream plutôt 2, qui est un projet et qui apparemment va mettre longtemps pour voir le jour. Mais on parle très très rarement du Nord Stream 1. Et ce Nord Stream 1, de l'époque de Angela Merkel, qui, elle, disait qu'il faut aller doucement avec les sanctions, et que même si on peut sanctionner politiquement la Russie, du côté économique, il faut être prudent parce qu'elle savait très bien que tout l'intérêt de son pays était de conserver ces échanges de gaz entre la Russie et l'Allemagne. Aujourd'hui, on va voir avec le chancelier, donc Olaf Scholz, que la situation a complètement changé. Du moins, c'est ce qui nous laisse donc le percevoir. Alors, pourquoi le Nord Stream 1 n'a pas été, comme l'a été donc le Nord Stream 2, carrément bloqué, je vais dire? Bon, ce sont deux gazoducs jumeaux de 55 milliards de mètres cubes de gaz. Ce n'est pas rien. Pour rappel, nos exportations gazières sont de 41 milliards de mètres cubes. Oui. D'accord. Donc ça fait tout ça 110 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et l'intérêt du Nord Stream 2, 1 et 2, les deux, c'est de contourner l'Ukraine et de ne plus subir les oukases et le chantage d'un pays de transit. D'accord. Donc, d'un autre côté, l'Allemagne s'enracinait avec la Russie parce qu'il y a des échanges commerciaux et l'énergie est le prétexte d'échanges commerciaux. Donc, l'Allemagne avait... il y a des sociétés. Il y a Engie d'abord, il y a les Français, il y a Wintershall. D'ailleurs, même l'Allemagne qui est passée au vert. OMV allemand, il y a Gazprom comme actionnaire de ce gazoduc. Donc, oui. c'est un... Et le Nord Stream 2 a été est terminé. Le problème, c'est d'obtenir les accords de l'Union européenne. Les États-Unis avaient déjà du temps du président Trump, mais pour d'autres considérations. Parce qu'il voulait amoindrir la puissance russe et d'un autre côté placer son gaz de schiste en Allemagne. Oui. Donc il avait encouragé l'Allemagne à construire des usines de regazéification pour accueillir du gaz américain sous forme liquéfiée. Oui. Maintenant, l'Allemagne est dans une situation... L'Allemagne est passée au vert, ce qui explique peut-être aussi... Alors, l'Allemagne est passée, on va dire, je me permettrai de vous contredire violemment. Oui, l'Allemagne est passée au vert, ensuite au noir. Au noir, carrément. C'est-à-dire que le vert n'ayant pas été au rendez-vous, elle est passée au charbon direct. Carrément. Donc, elle qui est le bon élève, qui se présente comme le bon élève de la transition énergétique. Donc, elle comptait remplacer ces centrales nucléaires. Donc, elle s'était engagée pour arrêter toutes ces centrales nucléaires, sortir du nucléaire et engager une transition énergétique en mixant le gaz et les renouvelables. Oui. Et la Russie était le vecteur par excellence. Alors, finalement, il n'y a absolument aucun profit pour l'Allemagne et certains pays, donc, à se couper de ce gaz russe dont le Premier ministre britannique dit qu'il faut absolument donc enlever cette perfusion de nos veines. Peut-être qu'ils auront du mal réellement à enlever cette perfusion de leurs veines. D'abord, les Britanniques sont dans un univers anglo-saxon, transatlantique. D'accord. Ils ne sont pas dans un univers continental européen. Donc, ils ont des liens très forts avec les États-Unis et en général, leur politique étrangère, parfois même, fait de la surenchère sur la politique étrangère américaine. Oui. Mais l'Europe continentale est dans une autre équation. C'est-à-dire que sa consommation gazière, elle est comment dirais-je, de 400 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, alors, dans ces cas-là, M. Preur, lorsque l'Union européenne parle, et depuis donc, le début de l'opération, quand elle parle d'alternative au gaz russe, est-ce que ce n'est pas un coup de bluff? C'est un coup de bluff. Tout à l'heure, vous avez posé une question extrêmement
pertinente, mais comme bon, je on ne était vous ai pris pas. dans la réponse. Oui, mais la guerre est d'abord médiatique. Oui, absolument. D'accord. La guerre se déroule sur un théâtre d'opération réel, hein, où des armées se confrontent, et sur un théâtre d'opération virtuel qui va faire basculer l'opinion publique du côté de la vérité. Avec 4 ou 5 guillemets hein, pour le mot vérité. D'accord. Donc, qui produit sa vérité, et les Occidentaux ont une compétence incontestable dans le... Il y a un auteur qui a bien démontré ça, c'est Chomsky, la fabrication du consentement. Ils arrivent à produire... Alors, M. Preur, oui, je vais vous demander d'être bref parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste pratiquement très peu, quelques minutes. Juste l'impact de cette crise sur la région MENA, de laquelle nous faisons partie aujourd'hui. Bon, d'abord, il y a un éclaircissement qu'il faut apporter. L'Algérie n'a pas vocation à remplacer le gaz russe. Absolument. Ni vocation, ça n'est pas dans les intentions de l'Algérie de le faire, ça n'a jamais été dans... Ni son ambition d'ailleurs énergétique. Aucune source n'est capable de remplacer le gaz russe. Oui. Fût-ce la source Qatari, qui dispose de 100 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. L'idée et le message est bien parvenu, M. Preur. Oui. Nous vivons une crise pétrolière qui est due à toute ces convulsions géopolitiques. Oui. C'est quelque part tant mieux. Oui, alors M. Preur, l'idée est parvenue. Je vous remercie beaucoup pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en énergétique. Je vous remercie d'avoir bien voulu vous joindre à notre débat. Je remercie également Richard de la Bévière qui était avec nous et qui a été donc obligé de partir parce que son téléphone était à faible batterie. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À bientôt et à demain.